Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Nous sommes le mardi 11 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, Mathieu Bellumeur avec vous. Content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous en ce début de journée, en ce début de mardi. Les dernières informations pour vous, météo, sport, dans la prochaine demi-heure ensemble. On va entre autres parler avec mon collègue Jean-Philippe Robillard qui sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission. On va parler des marchés boursiers. Je ne sais pas si vous avez regardé vos placements hier, si vous avez des placements. C'est peut-être pas la meilleure idée si ce n'était pas nécessaire d'aller regarder les placements avec ces chutes donc à la bourse. Semble qu'aujourd'hui, en tout cas les marchés européens tentent peut-être de reprendre un peu de vigueur. En tout cas, on va surveiller ça. Et Jean-Philippe surveille ça en ce moment. Il viendra nous en parler. On va vous faire entendre également les réactions à la suite de ces débâcles, de cette descente, cette chute des marchés boursiers aux États-Unis. Crainte de récession, entre autres, après les propos de Trump lors de cette entrevue qu'il a donnée notamment sur les ondes de Fox News en fin de semaine. Et puis, Vincent Maisonneuve est déjà avec nous en studio. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On va se parler des prochains jours fort occupés pour le premier ministre désigné, Mark Carney. D'abord, il sera assermenté dans quelques jours. Oui. Puis ensuite de ça, il y a pas mal de pain sur la planche. Oui, et d'ici l'assermentation, parce que son conseil des ministres va être assermenté en même temps que lui, il faut qu'il le nomme, son conseil des ministres. Il risque de faire des déçus parce qu'on nous prédit un conseil des ministres beaucoup plus petit que celui de Justin Trudeau, son prédécesseur. Et puis, déjà, l'opposition qui passe en mode attaque contre le nouveau chef libéral. On essaie de lui coller cette image de grand financier qui a beaucoup plus d'amis dans les cercles de Davos que sur le plancher des vaches. Donc, ça a déjà commencé, ça aussi. On veut savoir quels sont ses actifs, quelle ampleur est sa richesse, le Bloc québécois qui veut savoir ça. Bref, déjà, le nouveau chef libéral qui est la cible des partis de l'opposition et qui doit, parallèlement à tout cela, préparer la transition et la prochaine élection qui s'en vient très vite. Oui. On parle du 28 avril. Ça, c'est dans 48 jours. Donc, on irait aux urnes le 28 avril. C'est une date, en tout cas, qui est possible au moment où l'on se parle. Parfait. On va revenir là-dessus dans les prochaines secondes. La joute politique est bel et bien commencée. Olivier Pellerin est en studio avec nous. Bonjour, Olivier. Parlons des sénateurs d'Ottawa qui ont remporté une importante victoire. C'était face à Détroit. Oui, importante parce que on parle beaucoup de cette course aux séries éliminatoires. Ils ont pour la dernière place, Ottawa. En fait, plus maintenant. Ils ont la 7e place donnant accès aux séries éliminatoires grâce à cette victoire hier de 2-1 face aux Red Wings de Détroit. J'allais dire, on parle beaucoup de cette course aux séries pour le Canadien de Montréal. Mais comme on en parle depuis plusieurs semaines, là, il y a plusieurs clubs qui sont dans cette course pour cette dernière place disponible aux séries dans l'association de l'Est. Environ 6 à 7 équipes là, qui sont toujours mathématiquement dans la course, bien dans la course pour participer aux séries éliminatoires. Et parmi ces deux équipes, il y a les sénateurs d'Ottawa, mais aussi les Red Wings de Détroit. Deux équipes qui se battent donc pour cette place. Et hier, les deux équipes s'affrontaient. Les sénateurs qui ont remporté la victoire 2-1, je le disais, mais surtout grâce au brio de Linus Ullmark, le gardien de but des sénateurs d'Ottawa, qui hier a réalisé 48 arrêts dans cette victoire, cette mince victoire de 2-1 des sénateurs. Et là, on le disait, les sénateurs sont installés à cette 7e place donnant accès aux séries éliminatoires avec 71 points. Ils devancent d'un point seulement les Blue Jackets de Columbus. Et il y a le Canadien de Montréal qui n'est pas très loin, mais quand même à 66 points, qui sera en action ce soir face aux Canucks de Vancouver. On a parlé entre autres de Patrick Laine hier chez le Canadien de Montréal, toujours incommodé par un virus. Rappel de Joshua Roy du Rocket de Laval. Donc, semble que Joshua Roy aura sa chance dans l'alignement ce soir. On comprend que tous les matchs d'ici la fin de la saison seront très
très important. Mais là avec ce nombre d'équipes qui continuent à se battre, avec des performances comme celle des Sénateurs hier, quand même une 3e victoire consécutive pour eux, là, ça sera assez relevé vraiment jusqu'à la fin de la saison. Donc, les amateurs de hockey auront droit à des bons matchs et surtout à des belles batailles. Toujours dans la Ligue nationale de hockey, il y a un joueur des Panthers de la Floride qui a été suspendu 20 matchs en raison de dopage. Oui, c'est Aaron Ekblad, joueur des Panthers de la Floride, meilleur marqueur chez les défenseurs pour les Panthers de la Floride, qui a été suspendu pour avoir fait l'usage d'un produit dopant. Donc, 20 matchs de suspension. Il lui reste 18 matchs en saison régulière, ce qui veut donc dire qu'avec la participation des Panthers en séries éliminatoires, il raterait donc les 2 premiers matchs des séries éliminatoires. Il a lui-même mentionné qu'il a laissé tomber son équipe, donc il devra se soumettre au programme de la Ligue nationale de hockey pour l'usage de substances et aussi manquera aux Panthers de la Floride qui sont, peut-être pas tant engagés dans une course très serrée pour une participation aux séries, mais on sait que la préparation pour les séries éliminatoires, c'est quand même important. Là, donc, de perdre un joueur comme celui-là pour les prochaines rencontres, ce sera une lourde perte. Ceci dit, il y a un petit nouveau qui s'amène dans l'alignement ce soir. Un certain M. Marchand. Brad Marchand, qui a été un des gros noms qui ont figuré là, dans les manchettes lors de cette période des transactions, cette date limite des transactions. Donc, Brad Marchand qui, d'ailleurs, s'est payé une pleine page hier dans le Boston Globe pour saluer le public de Boston, des Bruins, les fans des Bruins de Boston. On sait que ça a été un joueur important pour eux. Et donc, ce soir, malgré son cœur brisé, il portera maintenant les couleurs des Panthers. Et ce soir, ce sera match contre les Bruins de Boston. Ouais, quelle transaction spectaculaire, ça, quand même. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Véronique est là à la météo. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Alors, ce sera doux aujourd'hui, mais attention, le refroidissement va se faire de façon assez abrupte plus tard ce soir ou la nuit prochaine. Vraiment, on a émis des avertissements de refroidissement soudain pour les régions plus au nord. On parle des Hautes-Laurentides, secteur de l'Abitibi, tout ça, mais on va le sentir sur le sud du Québec aussi. 9 à 11 degrés aujourd'hui, moins 11 à moins 18 la nuit prochaine. C'est sûr que ça fait une bonne différence. Ciel assez variable. On a des éclaircies ce matin, mais ça va s'ennuager quand même assez rapidement. Donc, quand même plutôt nuageux aujourd'hui, avec quelques averses qui arriveront tard en fin de journée. Pas grand-chose pour Montréal. Peut-être 2 mm. Il y en aura un petit peu plus dans la région de Québec, 10-15 mm possible de ce côté. Mais venteux, les vents seront assez forts du sud-ouest en cours de journée, 30-50 km/h. Et ce soir, ces vents-là vont tourner au nord-ouest. C'est ce qui fait que les averses vont cesser, le ciel va se dégager, le mercure va chuter. Et demain, plutôt beau temps, mélange soleil-nuage, température de mi-journée, moins 2, moins 4 degrés. Donc, c'est surtout la matinée qui va nous saisir un peu et par la suite, ce sera quand même sous les normales, mais assez confortable et on repassera au-dessus du point de congélation pour la journée du jeudi. On a un redout plus significatif qui continue de se dessiner pour la fin de semaine. Donc, ça, c'est toujours dans la mire. Mais d'ici là, il y a des secteurs qui auront de la neige aujourd'hui. On parle de Matagami, Chibougamau, Bécomo, Sept-Îles, 10-15 cm de neige à venir. C'est sûr que du côté de Val-d'Or, à peu près 3 cm. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent aussi, réserve phonique, pas plus que 3 à 5 cm. Donc, du côté de l'Abitibi, refroidissement soudain, avertissement en vigueur, même chose pour le Saguenay. Le mercure va grimper jusqu'à 6 cet après-midi au Saguenay, moins 21 la nuit prochaine. La neige qui se changera en pluie pour se rechanger en flocons. Les vents sont forts dans l'est du Québec également. Du côté de la Gaspésie, un petit peu de neige mêlée de pluie. Les températures grimperont jusqu'à 3, moins 8 la nuit prochaine. Sur la Côte-Nord, on parlera de neige, de poudrerie, légèrement sous zéro aujourd'hui, moins 15 pour ce qui est de la nuit prochaine. On retrouvera le soleil demain dans l'est du Québec. En territoire ontarien, refroidissement sur la portion nord dès ce matin. Toronto-Windsor, on y va avec 15 à 17 degrés aujourd'hui, sous un ciel variable. On y fera entre 0 et 3 la nuit prochaine. Donc là aussi, il y aura un refroidissement. Plutôt nuageux à Ottawa, quelques averses en fin de journée. Le maximum, c'est 9. Et dans l'ouest, on parlera de pluie à Vancouver. Quand même 20 à 30 mm jusqu'à ce soir, autour de 5 degrés. 4 à 6, Edmonton, Calgary. Le temps printanier se poursuit. Plus froid vers Regina avec un peu de neige, moins 4. Et ça s'ennuage à Winnipeg, autour de moins 7. Ce sera plus doux demain dans l'ouest. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Alors,
Alors oui, c'est tout un agenda bien garni certainement pour Mark Carney qui va devoir d'abord être assermenté en tant que premier ministre et il doit composer effectivement son conseil des ministres. On l'a dit, vous l'avez dit en introduction, on s'attend à un conseil des ministres plus petit que le conseil des ministres qui était formé par Justin Trudeau, Vincent. Et il doit aussi se préparer au déclenchement d'élections. Ça pourrait venir très bientôt. Très bientôt. J'écoutais hier notre collègue chef de bureau à Ottawa, Louis Blouin, qui disait que l'avion de campagne est déjà réservé. J'imagine. Ça, c'est réglé. Mais il faut aussi s'assurer d'avoir les candidats dans chaque circonscription. Il y en a maintenant 343 circonscriptions au fédéral. Et on sait qu'un candidat choisi à la hâte là, qui a fait ou fait une bêtise, là, ça peut vous faire dérailler une campagne électorale pendant plusieurs jours. Bref. Donc, on évoque la date du 28 avril là, pour la tenue du vote, le scrutin, ce qui, à partir d'aujourd'hui, laisse à peu près 48 jours. C'est court. C'est très court. Avant tout ça, il y a un transfert de pouvoir qui doit se faire entre Justin Trudeau et Mark Carney. C'est déjà commencé. Hier, je ne sais pas si vous avez vu cette photo de Justin Trudeau qui quitte le Parlement avec son fauteuil, une photo assez qui, je pense, va rester, là, cette photo-là, où le premier ministre sortant a l'air quelque part très heureux de partir avec son fauteuil. Tire la langue. Grimace tire la langue, Le nouveau capitaine libéral, lui, n'a pas de fauteuil. Il devra en gagner un lors des élections. Mais avant, comme la nature a horreur du vide, il va y avoir ce transfert de pouvoir. Écoutons le nouveau chef libéral au sujet, justement, de la transition. Je viens d'avoir une réunion longue avec le Premier ministre. Nous avons discuté plusieurs sujets, les sujets les plus importants pour notre pays, y compris les relations canado-américaines, des enjeux de la sécurité nationale et des enjeux qui concernent la transition entre lui et moi. Cette transition va être rapide et efficace. De quoi aura l'air aussi son conseil des ministres? Je peux vous dire que les mots « changement » et « début d'une nouvelle ère » étaient dans la bouche de plusieurs libéraux hier. Est-ce que c'est signe qu'il y aura beaucoup de nouveaux visages? On ne le sait pas, on va le savoir bientôt. Oui, certainement, vous le disiez, tout ça va aller très rapidement. Il a dû déjà faire face aux critiques, M. Carney, évidemment. Et on commence à voir un peu les angles d'attaque des partis de l'opposition. Oui, l'opposition cherche à coller à ce nouveau chef l'image d'un homme de la finance à des années-lumière de la réalité là, des citoyens canadiens. Mark Carney, qui, en tant que gouverneur de la Banque centrale du Canada, puis celle d'Angleterre, est un habitué des grands sommets économiques. On pense à celui de Davos. Vous allez aussi entendre le nom de Brookfield Asset Management. Mark Carney a assumé la présidence du conseil de cette entreprise qui a déménagé son siège social aux États-Unis. Les conservateurs vont aussi coller Mark Carney à l'héritage de Justin Trudeau. Bref, on va entendre dans l'ordre le chef conservateur Pierre Poilievre, le bloquiste Yves-François Blanchet et le néo-démocrate Jagmeet Singh. Mark Carney s'est déjà mis à genoux devant Donald Trump. Mark Carney a donné son siège social aux États-Unis, juste comme Donald Trump voulait. On connaît la proximité historique de M. Carney avec les milieux de la haute finance internationale. Ce serait simplement sain de faire une complète divulgation volontaire. Couper des impôts pour les millionnaires et couper les services comme les soins de santé pour les gens. Ça, c'est son plan. Et Vincent, l'équipe de Mark Carney a affirmé hier qu'il a déjà cédé ses actifs à une fiducie sans droit de regard. Oui, à l'exception de ses biens immobiliers personnels, le reste est placé en fiducie. Selon son équipe, cette démarche va au-delà de la loi, que ce que la loi exige, parce que la loi donne généralement au nouveau premier ministre 4 mois à compter de sa prestation de serment pour mettre en place une fiducie sans droit de regard. Mais attendez-vous à ce que les 3 autres partis rappellent sur une base régulière que le nouveau chef libéral est quelqu'un d'issu de l'élite financière. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va poursuivre un peu sur le même sujet avec Gabriel Lemarquand-Perrault. Je le retrouve dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Ça a été évoqué par Vincent et c'est d'ailleurs en une du Journal de Montréal, cette photo de Justin Trudeau. Ça va marquer certainement, cette photo, son départ de la vie politique active. On le voit donc quitter avec sa chaise et il a fait une grimace au photographe qui a croqué la scène. Exactement. Le premier ministre qui a quitté le Parlement en tirant la langue avec son propre siège dans les bras. Vous avez
l'analyse de Guillaume Saint-Pierre ce matin dans les pages du Journal de Montréal qui écrit « Le cœur visiblement léger, Justin Trudeau a profité de cette dernière rencontre avec tous ses députés en tant que premier ministre pour quitter le Parlement avec sa chaise en faisant la grimace. Il peut ajouter son départ de la vie politique à la liste de ses grandes sorties en emportant son fauteuil. Et il n'est pas le premier à partir avec son siège que les députés peuvent racheter pour la somme de 2000 $ selon le bureau du PM. À Québec aussi, on s'apprête à permettre aux élus d'acheter un fauteuil à cause des rénovations à l'Assemblée nationale. Et c'est le Journal de Montréal, d'ailleurs, qui nous apprend ça ce matin. Les élus de l'Assemblée nationale vont pouvoir repartir avec un fauteuil du Salon Bleu après les rénovations en cours pour la rondelette somme de 800 $. Donc, c'est en raison de la future disposition des lieux qui force l'Assemblée nationale à se débarrasser de ces fauteuils achetés au début des années 2000. Donc, l'Assemblée nationale va permettre aux députés actuels de réserver un fauteuil à emporter à la maison d'ici le 30 septembre, oui. Et dans un deuxième temps, les élus des législatures passées vont pouvoir faire connaître leur intérêt selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ils auront jusqu'au 31 mai 2026 pour se manifester. J'espère qu'ils sont confortables à ce prix-là. Parlant maintenant, on va parler en fait de ce qu'il y a dans le devoir de ce matin. Une majorité de profs qui appuient l'interdiction du cellulaire partout à l'école. En fait, les 3/4 des milliers d'enseignants ayant répondu à un coup de sonde réalisé pour le compte de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Le mois dernier, l'organisation a sondé en ligne près de 7000 de ses membres répartis dans tout le Québec afin de recueillir des données qui seront bientôt soumises dans le cadre de la commission spéciale sur les répercussions des écrans sur les jeunes. Donc, un peu plus de 75 % de tous les enseignants sondés qui se sont montrés d'accord avec l'interdiction du téléphone cellulaire partout à l'école. La plupart d'entre eux croient aussi qu'un âge minimal devrait être imposé aux utilisateurs des réseaux sociaux. Aussi, ce matin, dans le Journal de Montréal, un autre sondage concernant l'éducation qui a attiré mon attention. C'est une prof de l'Estrie, Alexandre Flambert, qui a lancé un sondage sur son blog sur les conditions matérielles dans lesquelles les enseignants du secondaire du secteur public travaillent. Il y a pas moins de 290 personnes de tous les coins du Québec qui ont répondu à son questionnaire. Et ce qu'on apprend, c'est qu'en plus de devoir débourser de leur poche pour des stylos, des surligneurs, des gommes à effacer, les enseignants du secondaire doivent aussi composer avec un manque criant d'ouvrages de référence. Et parlant d'éducation, la majorité des écoles du Québec sont à la traîne en ce qui a trait à la vaccination contre la rougeole. Et c'est sur notre site internet radiocanada.ca que j'ai lu ça ce matin. Seulement une école secondaire sur 3 au Québec a atteint l'objectif de la santé publique, c'est-à-dire de vacciner 95 % des jeunes contre la rougeole. C'est ce que révèlent des données obtenues par Radio-Canada grâce à la loi sur l'accès à l'information. À travers la province, on parle d'une couverture vaccinale qui est en moyenne de 89 % au primaire, 90 % au secondaire en 2024. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est une baisse depuis la pandémie de COVID-19. Et une professeure au département de médecine sociale de l'Université Laval dit justement, ça peut sembler élevé, mais avec la rougeole, ça nous prend une couverture vaccinale qui est très élevée pour éviter qu'il y ait une éclosion. D'ailleurs, dans plusieurs médias, ce matin, on rapporte cette éclosion, ce cas de rougeole signalé au Centre Bell, la direction de santé publique de Montréal qui a lancé une mise en garde d'une personne non vaccinée qui a assisté au match du Canadien contre les Sabres de Buffalo. C'était lundi, le 3 mars dernier. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard, à cette heure-ci, se joint à nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. On va se parler ensemble de ces marchés boursiers oui. qui ont connu une de leurs pires journées hier dans les derniers mois. Certainement, les principaux indices qui ont chuté. Cette guerre commerciale que mène le président Trump contre le Canada, on le sait, ça crée beaucoup d'incertitudes. Oui, effectivement. Généralement, les investisseurs n'aiment pas beaucoup l'incertitude. Le monde des affaires non plus. Et également, les paroles, les gestes du président ont des impacts sur les principaux marchés. Oui, c'était déjà difficile la semaine passée, Mathieu, sur les marchés boursiers. Hier, ça s'est vraiment accentué et ce qui a fait encore une fois reculer les marchés. Vous l'avez dit, donc, c'est l'incertitude créée par les droits de douane que veut imposer Donald Trump. On sait qu'il y a beaucoup de confusion. Le président américain, une journée avance, il recule, il est imprévisible, on le sait. Et ça, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Et vous l'avez dit, les investisseurs n'aiment pas ça, le milieu des affaires non plus. Et il y a également les craintes, Mathieu, qu'il y ait une récession. Et c'est surtout ça hier là, qui a fait baisser les
les marchés, parce que la veille, on le sait, quand on a demandé au président américain s'il s'attendait à une récession, eh bien Donald Trump est resté plutôt flou. Il n'a rien dit, dans le fond, pour rassurer les investisseurs. Il a parlé vraiment d'une période de transition aux États-Unis en lien avec ses politiques là, qu'il veut mettre de l'avant. On écoute l'économiste et sénateur Clément Gignac. Je pense que les investisseurs viennent de réaliser que Trump 2.0, c'est pas comme Trump 1.0. C'est-à-dire que dans le premier mandat, M. Trump accordait beaucoup d'importance à Wall Street, à son baromètre de popularité, et il semble y accorder moins d'importance. Et le fait qu'il n'a pas exclu la possibilité d'une récession, quoi qu'il aura déjà son bouc émissaire, il va dire que c'est la faute de Biden, ça l'a vraiment surpris les marchés financiers, là. Alors, résultat, donc vous en avez un peu parlé. Tantôt, à Toronto, la bourse a perdu 1,5 %, le Dow Jones 2 %, le S&P 500 près de 3 % et le Nasdaq, Mathieu, a chuté, a baissé de 4 %. C'est sa plus forte baisse là, depuis septembre 2022. Et selon le stratège en chef chez IA, groupe financier, Sébastien McMahon, les marchés boursiers, comme on le dit, réagissent à la crainte de ralentissement économique aux États-Unis, voire peut-être même d'une récession. Les marchés n'ont pas tendance à aimer l'incertitude, n'ont pas tendance à aimer les ralentissements économiques, n'aiment surtout pas les récessions. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a effacé tous les gains sur le S&P 500 accumulés depuis septembre dernier, qui était le moment où Donald Trump commençait à prendre une avance plus décisive dans les sondages. Donc on peut estimer que l'effet Donald Trump maintenant est anéanti complètement. Alors, si on a des placements à la bourse, Mathieu, il ne faut pas trop regarder nos relevés de placements boursiers. Non, effectivement. Faut attendre un peu. Peut-être attendre un peu que ça passe. On va prendre une petite tisane et attendre. Un petit thé. Certains indices qui tentent un rebond ce matin à la bourse européenne. Oui, on va surveiller ça ce matin. Il faudra voir ça. Mais bon, à suivre. Et il y a le premier ministre du Québec, lui, qui croit que cette baisse des marchés boursiers pourrait bien faire reculer Donald Trump au sujet de ses menaces tarifaires. Oui, effectivement. François Legault, qui croit que les marchés boursiers et les entreprises américaines, Mathieu, vont finir par faire entendre raison au président américain. On l'écoute. M. Trump, actuellement, est en train de se faire mal aux Américains. Vous voyez, les marchés boursiers n'arrêtent pas de baisser et il y a de plus en plus de gens qui sont inquiets que ça crée de l'inflation. Le premier ministre Legault, d'ailleurs, qui n'exclut pas de recourir à des mesures de rétorsion pour répliquer aux tarifs douaniers de l'administration Trump. C'est ce qu'il a dit hier. Il a évoqué diverses mesures là, pour riposter aux droits de douane des Américains, comme par exemple des surtaxes ou encore le blocage de certaines exportations. D'ailleurs, on le sait, hier, il y a le premier ministre ontarien, Doug Ford, là, qui a imposé une surtaxe de 25 % sur les exportations d'électricité de l'Ontario vers les États-Unis. C'est une mesure là, qui va toucher 1,5 million d'Américains dans 3 États aux États-Unis. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Ce qu'on va suivre, entre autres, aujourd'hui, effectivement, le comportement des marchés boursiers, ce sera certainement surveillé ce matin. On voit déjà un peu, et je le disais, ce qui se passe en Europe. Sinon, le Bloc québécois doit annoncer une candidature à l'investiture pour le parti dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Le chef du Bloc sera présent, donc preuve de plus, on le sait qu'on s'approche des élections au fédéral. Donc, ce sera, entre autres, ce qu'on va suivre. Et au Québec, annonce dans le secteur forestier de la part du ministre du Travail qui sera à Val-d'Or ce matin. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.